80% des POC IA ne sont pas industrialisés. Ça peut faire peur pour les entreprises qui sont pas tech. Moi, je trouve que c'est hyper important qu'il y ait plus de femmes dans la tech parce que aujourd'hui, la tech, c'est ce qui façonne le monde finalement. Ce que je recommande, c'est de toujours se former parce que rien n'est acquis et surtout, ça va super vite. Moi, j'adore discuter avec mes data scientists parce qu'ils sont toujours à la pointe des technologies. La complexité, c'est de dire au métier que c'est un prototype et que c'est pas l'outil final. Avant de passer à chaque phase, on fait un comité de pilotage. Et là, vraiment, le ROI, c'est vraiment le KPI le plus important. On n'est pas cours de projet. Ouais. Donc en gros, non, au contraire, s'il faut filtrer, on filtre. Bienvenue dans AI Impact, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes de l'IA et du machine learning dans un contexte business. Je suis Kémon Bay, fondateur et CEO de Quickscale AI. Après plus de 12 ans à déployer des solutions IA dans différents secteurs et à faire grandir des équipes, j'ai décidé de créer AI Impact. Ici, je vous emmène au cœur des projets déployés en production avec celles et ceux qui les construisent, pour que vous puissiez vous aussi tirer parti de leur expérience, que vous soyez simplement intéressé par ces sujets qui montent, que vous soyez un décideur, que vous soyez vous-même à l'œuvre et expert sur le sujet. On décortique dans chacun des épisodes la valeur créée, mais aussi les défis, les galères, les choix techniques, organisationnels, humains qui font la réussite de ces projets. Alors installez-vous confortablement et place à l'épisode du jour. Bonjour Alia. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir sur le podcast. C'est un grand plaisir, donc tu vas nous raconter un petit peu toi ce que tu fais aujourd'hui en tant que AI Project Manager pour une grande maison de luxe. Et on va expliquer un petit peu le type de problématiques que vous rencontrez, comment vous déployez un certain nombre de cas d'usage déjà en production avec l'IA. Et donc, un grand merci déjà pour ta venue sur le podcast. Comment tu vas ? Ça va, merci à toi de m'inviter. Alors, la question traditionnelle sur le podcast, c'est de demander qu'est-ce que toi t'imaginais faire plus grande quand tu étais une petite fille ? J'imagine que c'était pas AI Project Manager. Pas du tout. Ça n'existait pas à l'époque. Pas du tout. Donc, raconte-nous un petit peu. Je voulais être styliste quand j'étais petite. J'ai toujours voulu travailler dans le monde de la mode ou de l'art. Et en fait, j'étais fascinée par les femmes de ma famille qui aimaient s'habiller et tout ça. Donc, rien à voir, mais plutôt dans le créatif. Bon, Okay. Après, on retrouve ça. Ouais, pas si loin du monde dans lequel tu évolues, mais c'est vrai que le contenu au quotidien, c'est un peu différent. Donc, assez créative alors. Ouais. Ok. Sympa. Est-ce que tu peux nous raconter, avant qu'on rentre dans le détail un petit peu de ton poste, qu'est-ce qui, toi, t'a amené finalement à être aujourd'hui dans de la gestion de projet IA, un peu ton parcours, parce que en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Il y a énormément de variabilité dans les backgrounds des personnes que je reçois. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu par où tu es passé ? Du coup, après un bac S, j'avais fait une première année de médecine, d'abord. Ouais. Et je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment un monde qui m'intéressait. Donc, j'ai fait une passerelle en école d'ingé. J'ai choisi la filière informatique avec une spécialisation en système d'information. Et j'ai fait un double master en école de commerce parce que je voulais allier tech et business, en gros. Et mon parcours professionnel, ça a commencé à l'international, à Hong Kong, chez Adidas. Donc, j'étais data analyst. Ma mission, c'était d'optimiser tout le sourcing de la division footwear en APAC. Okay. Et après, j'ai voulu rentrer en France et j'ai intégré une maison de luxe où j'ai évolué. J'étais d'abord business analyst, après data engineer et enfin chef de projet IA. Wow. Ok, donc tu as vu quand même un spectre assez large dans les différents métiers de la data et aussi de la tech. Tu as parlé de business analyst, donc hyper intéressant. Comment tu pourrais décrire aujourd'hui ton poste en tant que AI Project Manager et qu'est-ce que tu vois de différent d'un poste de Project Manager un peu classique avec la composante IA sur les projets ? Alors, mon rôle en tant que chef de projet IA, c'est d'industrialiser des cas d'usage IA demandés par les métiers et apporter du coup une solution technique qui utilise l'IA. Et donc finalement, il y a plusieurs volets. Il y a l'orchestration des data scientists qui travaillent sur un à plusieurs projets. Donc être sûr qu'ils sont sur les bonnes priorités, que les livrables avancent, évidemment.
Après, tu as le volet fonctionnel où je suis l'interface avec les métiers. Ouais. Donc, il faut traduire le langage fonctionnel au langage technique et inversement. Tu as toute la partie gouvernance où je rencontre pendant les comités de pilotage, les comités projets. Donc, être sûr qu'on reste aligné avec la stratégie de l'entreprise. Il y a aussi toute la partie acculturation à l'IA, démystifier l'IA dans les autres métiers. Ce qui est important pour que l'entreprise reste dans la progression. Et la dernière partie, c'est la veille et la contribution à la mise en place de process IA finalement, avec les autres équipes IA des autres entités. Vu que c'est quelque chose de nouveau, il y a besoin encore de mettre en place un process pour l'industrialisation, donc voilà. De partager les bonnes pratiques entre les différentes maisons, etc. Et même être on trend sur ce qui se passe, quoi. Ouais. Il me semble que tu as rejoint l'équipe au début. Tu as parlé d'acculturation. C'est un vrai enjeu un peu dans toutes les boîtes, en fait, que ce soit des grands groupes ou des petites structures. C'est des sujets qui sont nouveaux. Donc, il y a un vrai enjeu de pédagogie et d'accompagnement des personnes dans leur métier et leur faire un petit peu voir les potentialités. Est-ce que toi, tu as vu une évolution là, depuis ta prise de poste sur une forme de maturité et quelles initiatives vous avez prises pour justement upskiller en interne les business ou le management là-dessus? Carrément, je trouve que ça a beaucoup changé. Au début, les gens étaient assez réticents. Maintenant, je pense qu'ils sont plutôt hyper motivés d'intégrer de l'IA dans leur métier. Ils nous demandent beaucoup de projets, de solutions pour leurs besoins, leurs problématiques. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait pas mal de séminaires avec chaque métier. D'accord. Des séminaires d'une demi-journée ou d'une journée où on présente, on démystifie l'IA, déjà, présenter ce que c'est, dire ce qu'on fait déjà dans la maison et ce qui se passe aussi ailleurs. Et on termine toujours par une session de brainstorming où on leur dit carte blanche si vous avez une baguette magique, comment vous voulez optimiser vos process. Et finalement, à la fin, on leur dit OK, pour ce genre de problématique, il y a ce genre de solution. Et après, voilà, ça engendre beaucoup de... Donc toi et ton équipe, vous bossez plutôt sur de l'optimisation des process internes et un peu moins sur les sujets facing, client. Exactement. D'accord, ok. Oui, nous, mon équipe en tout cas, on fait des solutions pour l'interne. Et tous les projets vont venir des besoins métiers. C'est-à-dire qu'on va pas push de la tech, de la techno on va pas proposer. C'est plutôt, ils ont un besoin, ils nous demandent s'il y a des solutions. Et chaque projet qu'on va entreprendre, ça va être d'abord validé par les membres de la comité exécutif pour être sûr du ROI. Tu vois, c'est hyper important parce que bien sûr, vu que maintenant c'est un peu tout le monde veut faire de l'IA. Nous, on essaie de filtrer aussi. Ouais, il peut y avoir des idées qui sortent d'un peu nulle part. Alors, il n'y a pas forcément la donnée ni la faisabilité. Donc, ok. Est-ce que, bonne transition, est-ce que tu peux nous parler un peu du process par lequel vous arrivez à dérisquer, filtrer, sélectionner les bons sujets et comment vous arrivez à les faire atterrir? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même livré et déployé pas mal de projets. Donc, est-ce que vous avez... je sais que vous avez une méthode un peu systématique. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Alors, tu sais, il y a 80% des POC IA ne sont pas industrialisés. Et ça peut faire peur pour les entreprises qui ne sont pas tech, justement, d'investir sur des projets qui ne vont peut-être pas être finis. Donc, mon manager, Xavier Chappuis, il a construit cette approche en 4 temps que j'ai pu tester et que je trouve hyper efficace, qui permet donc de dérisquer l'époque, de ne pas être dans un effet tunnel quand on est en train de builder et de rester vraiment proche des métiers tout le long du projet. Donc, la première étape, c'est l'évaluation. En gros, c'est le cadrage. Là, ça va vraiment être le rôle du chef de projet. Donc, on va recueillir le besoin avec les métiers. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des vies ma vie. C'est-à-dire que je ne vais pas juste être dans une salle de réunion, lui demander ce qu'il veut.
c'est je vais passer 1-2 journées avec lui et je vais observer ce qu'il fait vraiment le process, parce qu'il y a plein de choses qui se fait, qui est pas dit, tu vois. Bien sûr, ouais, il y a des choses que tu n'exprimes pas qui sont importantes. Ouais. Donc, c'est là où je recueille le besoin. Et tu arrives à, entre guillemets, imposer ça? Il n'y a pas des réticences sur le fait que... Ouais, non, les gens sont... Au contraire. C'est super, ça. Ouais, les métiers sont très contents de voir que, tu sais, l'IT, souvent, ouais. on est dans le placard. Non, ils sont très contents qu'on est là pour vraiment regarder. Comprendre, s'impliquer. Ouais. Et moi, j'adore ça aussi parce que ça me permet de découvrir plein de métiers différents. Supply, finance et tout. Donc ça, j'aime bien. Donc, je vais recueillir le besoin. Je vais aussi challenger. Comme je t'ai dit, des fois, ils ont juste besoin au final d'un Power BI ou, tu vois, ils n'ont pas vraiment besoin d'une IA. Donc, il y a ça à challenger parce que mine de rien, un projet IA, c'est cher. Ouais. Tu as le run derrière, donc c'est pas rien. Et je vais aussi vérifier la disponibilité et la qualité de la donnée. Okay. Et s'il n'y en a pas, est-ce que nous, on peut générer la donnée? Ouais. Donc, il y a tous ces critères-là. Ok. C'est combien de temps à peu près cette phase de cadrage, d'évaluation du cas d'usage? Ça dépend les cas d'usage. Ça peut aller de 2 semaines à 1 mois. Ok. Ensuite, la deuxième... Et donc là, à la fin de cette phase-là, vous êtes déjà retrouvé dans le... Parce qu'il y a aussi parfois un peu le syndrome de... on a fait du cadrage pendant 3 semaines, 1 mois, on a quand même envie d'y aller, mais en fait, toutes les cases ne sont pas cochées. Est-ce que vous avez factuellement quand même cuté vraiment des projets à ce stade-là, après avoir quand même investi du temps sur... Oui, en fait, avant de passer à chaque phase, on fait un comité de pilotage. Et là, vraiment, le ROI, c'est vraiment le KPI le plus important. Okay. On a tellement on a vraiment beaucoup de demandes de projets. On n'est pas court de projet. Ouais. Donc, en gros, non, au contraire, s'il faut filtrer, on filtre. Très clair. Ouais. Donc ça, première phase d'évaluation, cadrage. Deuxième phase, c'est l'exploration. Donc là, le cas d'usage, il est déterminé et ça va être les data scientists qui vont travailler en chambre, qui vont utiliser des données à froid et qui vont chercher le meilleur modèle possible. Donc là, ça peut être du 2-3 mois. Ok. Et ils vont, au final, ils vont faire une évaluation statistique. Au final, ils vont nous montrer les résultats. Les métriques de succès, quelle accuracy ils arrivent à avoir, etc. sur le problème. Okay. Et donc là, à la fin, encore un comité de pilotage et on va leur dire, OK, on est à 97, 98%. Est-ce que c'est OK pour passer à l'étape suivante? Et donc, la troisième étape, c'est le prototypage. Et je pense que c'est l'étape la plus importante. Et c'est ce qui différencie avec les autres projets classiques. Là, en fait, on va faire une application assez simple. Nous, d'habitude, on fait un Streamlit, tu vois, assez simple. Mais l'idée, c'est de mettre un outil dans les mains du métier. Parce que finalement, si on est à 98% et c'est les 2% manquants qui sont intéressants pour les métiers, ça veut dire qu'on rate un truc. Et là, on va travailler vraiment de manière agile, où ils vont nous donner des feedbacks et on va vraiment fixer au tac au tac pour personnaliser au max, s'adapter au max aux besoins. Et c'est là où on évite l'effet tunnel, où les projets IA de 1 ou 2 ans et au final, c'est même plus le besoin. Et donc ça, c'est une étape hyper importante. La complexité, c'est de dire au métier que c'est un prototype et que c'est pas l'outil final. Et de l'assumer sur le fait que ça fait partie du chemin qu'on va traverser ensemble. C'est ça. Ouais. Donc, ils vont s'attarder sur l'UX, tu vois, ils vont s'attarder sur le front. Et moi, je leur dis non, là, on est là pour les résultats. Est-ce que les résultats sont OK? Est-ce que ça correspond à votre besoin? Donc, cette étape-là, elle est critique et ça change tout. Et c'est vraiment, pour moi, le facteur de succès. Enfin, c'est ce qui nous permet de réussir le projet à fond, quoi. Je suis complètement aligné avec toi sur ce cas-là, de donner entre les mains des utilisateurs un avant-goût de en fait, ce qu'ils vont avoir, tout avec les disclaimers qui vont bien sur le fait qu'effectivement, l'enveloppe ne sera pas la même, etc. Moi, ce que je constate aussi dans pas mal de grandes structures, c'est qu'il y a un peu cette vision client-fournisseur. Tu vois, avec les départements tech, IT, data et les business. Et du coup, il y a aussi parfois côté management, et du coup, c'est hyper inspirant de voir que ce n'est pas le cas partout, mais
ce côté, si on leur met un truc dans les mains pas fini, en fait, on va se faire un peu taper sur les doigts, on va être mal vu, on va perdre en crédibilité. Et du coup, en fait, c'est tout l'inverse. C'est que si tu mets quelque chose en assumant que c'est imparfait, mais qu'en fait, avec leur aide, on va converger plus vite vers quelque chose qui leur convient, c'est là, en fait, que tu débloques la valeur et que limite, t'en fais des ambassadeurs de la solution demain parce qu'ils ont aidé à la co-construire. Donc, je suis hyper aligné avec ça. Est-ce que toi, c'est un truc que tu vois dans la structure des projets? C'est que dès la phase de prototype, il y a une forme d'attente qui se crée parce qu'ils voient que ça avance. Que effectivement, quand ils font des feedbacks qui sont pas toujours positifs, en fait, il y a des itérations qui résolvent ces problèmes, etc. Et du coup, ils sont embarqués dans le projet dès ce moment-là. C'est ça, ils sont embarqués, ils sentent que ça avance. C'est le risque, tu vois, si tu fais pas ça, tu vas annoncer le début, le kick-off année N, et en fait, ils vont le voir que année plus 2, N plus 2, mais c'est peut-être même plus les mêmes personnes. Enfin, non, je trouve que ils sont très contents d'être embarqués, ça c'est sûr, et de voir que ça avance. Pour moi, c'est une étape hyper importante. Trop bien. Ok, donc là, c'est l'étape 3. Ça, c'est l'étape 3. Et donc, l'étape 3, finalement, ça permet une évaluation métier. Ça peut être aussi du qualitatif. Tu vois. Ouais. Et donc, à la fin de cette étape de prototype, on a l'évaluation métrique, statistique, on a l'évaluation métier. Donc là, c'est le go pour l'industrialisation. Ok, parce que, excuse-moi, à cette étape-là, vous captez aussi des feedbacks, même si effectivement l'équipe DS n'est pas mobilisée pour optimiser l'UX ou l'UI. Ouais. Il y a quand même des retours qui sont intéressants de dire nous, on l'aurait pas restitué comme ça, cette information. Ouais. Et c'est aussi des éléments qui peuvent servir d'input pour la phase d'après. Ouais. Exactement. Quand on commence l'industrialisation, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà à peu près le cahier des charges, on a déjà à peu près... tu vois, les maquettes, mais on va aller plus loin. Du coup, l'industrialisation, c'est comme si tu commençais un projet IT classique au début, tu vois. C'est là où je vais faire les specs techniques, les specs fonctionnels, etc. Et là, en gros, la valeur est démontrée et là, il faut stabiliser. Donc, il faut intégrer la solution dans les process métier, mais dans les process IT. Il y a l'intégration, la cybersécurité, l'infra, tout ça. Ouais. Et voilà. Ok. Donc là, tu rentres vraiment dans la grosse machine du projet IT, etc., avec toutes les validations nécessaires que demande l'organisation. Ok, super intéressant. Et cette phase de prototypage, toi, dans les faits, tu l'observes pareil sur quelle durée à peu près? Prototypage, c'est minimum 3 mois. Ok. Minimum. Ouais, minimum. Il faut que... Tous les métiers n'ont pas la bande passante pour tester tout le temps. Donc, et il faut que ça devienne naturel aussi pour eux d'utiliser. Et on le voit. En 3 mois, tu vas voir que le métier, ça va être un réflexe pour lui d'utiliser l'outil. Et si ça ne devient pas un réflexe, c'est que l'outil n'est pas pour lui. Ouais. Tu vois, et si tu le fais que sur 1 ou 2 semaines... intéressant ça. Ouais, il faut aussi le temps qui s'habitue, qui se trompe. Parce que aussi, il y a ça. Il y a le fait de est-ce que j'utilise correctement, etc. Okay. Et je trouve que tu mets moins de pression aussi. Enfin, nous, à IT, on leur met pas moins de pression. On n'est pas en mode test l'outil, est-ce que c'est OK? Non, on te donne le truc et nous, on regarde, est-ce que tu l'utilises vraiment? Combien de fois on a vu des énormes projets comme ça, data science ou pas d'ailleurs, où tu as genre tout condensé, une semaine d'UAT avec des super users à qui on met la pression, donne tes feedbacks là sur les 3 jours. Et en fait, ils ont un métier à côté. Ouais. Donc, ok, super intéressant cette approche-là. Est-ce que du coup, une fois que vous avez cette phase-là, tu le disais, tu rentres dans une phase d'industrialisation où il peut quand même y avoir un temps long pour arriver à un produit MVP vraiment, entre guillemets, sustainable pour les users. Ouais. Est-ce que vous continuez à maintenir ce prototype ou est-ce que vous êtes en phase d'attente? Comment ça se passe cette transition? Ça dépend des projets. On a eu des projets, on a de la chance qui ont eu tellement un succès qu'ils ne voulaient pas qu'on arrête le prototype. Normalement, on arrête le prototype parce qu'un prototype, c'est un prototype. C'est-à-dire qu'on n'aura pas fait encore signer, tu vois, tout le cahier des charges et tout ce qui va avec. Et donc, soit on fait un contrat de dérogation où ils signent, on utilise le prototype à nos risques et périls, entre guillemets. Ouais, ok. Une décharge, débrouillez-vous avec ça. Mais sinon, non, normalement, on l'arrête et voilà, on donne un
être au planning. Et, Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple de ces projets-là que vous amenez jusqu'au bout, jusqu'à cette phase d'industrialisation? Yes, donc je peux te parler du premier projet de l'équipe, qui est un projet, c'est plus un projet, c'est un outil maintenant, mais de computer vision, Ouais. où en fait, c'est un outil pour contrôler la qualité de nos produits. D'accord. Ce projet-là, il a été fait le dispositif, c'était 2 data scientists, un des full stack, un cloud archi spécialisé en IA et moi-même en chef de projet. Donc, ça a duré 1 an et demi, de la première phase jusqu'à la fin de l'industrialisation. C'est pour l'équipe qualité, contrôle qualité, il y en a 3, en fait, il y a 3 équipes. Parce que la durée dans le cycle de vie du produit, tu as plusieurs phases de contrôle qualité, tu vois. Et donc, pareil, ce que je peux raconter, c'est que la phase de prototypage, qui a duré 4 mois, était hyper cruciale. Et c'est la première fois qu'on utilisait notre approche à 4 temps, là. Ouais. Et ça a été un succès parce que le ROI, il était hyper tangible. Il passait en fait de 10 minutes de contrôle à moins de 30 secondes. D'accord. Tu vois, donc ils ont vraiment vu la valeur du projet. Finalement, ils n'ont pas eu peur. Au contraire, ils étaient très contents, les opérateurs, de pouvoir se concentrer sur des tâches complexes, tu vois. Et c'était plus un levier d'augmentation pour leur expertise. Donc ça, c'est cool. Bien. Et finalement, ça nous a permis en fait, il y a eu une bouche à oreille en interne, et ça a été clé pour nous de déployer d'autres projets. Ok. Ouais, parce que en fait, le premier projet finalement que vous vouliez passer à l'échelle, vous testez cette approche-là, arrivez au prototypage, vous montrez un peu ce que vous avez sous le capot, et là, 4 mois où eux commencent à adopter et itérer avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois qui, d'après toi, a été clé dans le succès ensuite du projet et l'adoption? L'agilité. Ok. En fait, toutes les itérations à chaque fois, comme je te dis, on n'est pas experts dans leur domaine. Donc, nous, on peut avoir l'impression, les data scientists peuvent avoir l'impression que les résultats sont bons. Et en fait, c'est les petits trucs qui manquent finalement, qui étaient hyper importants et que les key users nous ont remonté pendant cette phase. Okay. Et c'est ça qui fait la diff. C'est ça qui fait la diff aussi quand tu fais du make. C'est qu'on peut s'adapter à fond sur le besoin d'entreprise. Du tailor-made pour ton métier. Ouais. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, dans ce produit-là, comme tu dis, c'est un outil qui est utilisé. Est-ce que tu as un ordre de grandeur de l'usage? Là, c'est utilisé par une 30aine de personnes, donc dans les usines et aussi dans les bureaux. Super. Et c'est un outil quotidien. En fait, on a des opérateurs. C'est vraiment le rôle de contrôler la qualité. Donc, voilà. C'est un outil assez critique. Tu m'étonnes. Et petite question, une fois que vous avez ce passage en production, vous êtes une équipe projet aussi, vous abordez les projets naissants, etc. Vous continuez aussi la maintenance des solutions que vous déployez ou c'est une autre équipe qui prend le relais? Non, aujourd'hui, on assure le run aussi. Ok. On assure le run et c'est un vrai sujet parce que dans les années à venir, il va falloir une équipe dédiée parce que les projets s'accumulent. On industrialise pas mal de projets là et le run, il faut l'assurer. C'est une équipe à part entière. Donc, Super. Et du coup, ce que toi, tu observes sur ce type de produit, est-ce qu'il y a finalement beaucoup d'efforts à faire parce que ce qui étaient les produits avant en termes de validation de la qualité, les critères changent ou les produits évoluent et qui fait qu'en fait, ça nécessite, au-delà de bugs un peu correctifs, de faire aussi de la maintenance évolutive sur vos produits ou est-ce que c'est purement du bug fixing? Non, carrément. De la maintenance évolutive, ça c'est sûr. Après, on essaie vraiment d'anticiper. Okay. C'est-à-dire que même si ils nous donnent des besoins, tu vois, des exemples de produits, on va, nous, comme je t'ai dit, générer de la donnée factice pour anticiper des nouveaux genres de produits.
Parce que sinon, c'est intenable. Top. Est-ce que tu as quelques recommandations ou des conseils ou des écueils à éviter pour des personnes qui ont un peu ton profil, qui sont AI Product ou Programme Manager, qui gèrent des projets IA, mais qui n'ont peut-être pas ton recul ou ta maturité? Qu'est-ce que toi, tu recommanderais à ces personnes-là? Ce que je recommande, c'est de toujours se former. Il faut toujours se former parce que rien n'est acquis et surtout, ça va super vite. Ouais. Moi, j'adore discuter avec mes data scientists parce qu'ils sont toujours à la pointe de la veille technologique. Et c'est vrai que nous, on a un rôle technico-fonctionnel, mais quand même beaucoup de fonctionnel finalement. Mais c'est hyper important d'avoir la big picture de ce qui se passe techniquement. Donc, il y a ça. Ouais. Moi, les vies, ma vie, vraiment, c'est un truc avec les métiers, c'est vraiment un truc qui m'apporte beaucoup parce que j'anticipe les besoins qui vont arriver aussi. Et sans les vies, ma vie, on va juste recueillir l'essentiel du besoin. Et là, avec les vies, ma vie, tu vas anticiper les besoins des métiers qui vont arriver. Et c'est important. Là-dessus, est-ce que dans ces vies ma vie, tu y vas aussi avec un de tes data scientists ou pas? Ça dépend. Ok. D'abord, non. D'habitude, j'y vais seule. Ouais. D'abord. Par contre, tu vois, par exemple, s'il y a un outil déjà existant et qu'on veut le remplacer pour avoir un truc un peu plus performant, là, je trouve que c'est intéressant d'emmener le data scientist pour que lui, il voit directement ce que fait l'outil qu'on veut remplacer. Ouais. Ça évite déjà de faire le pigeon voyageur. Et lui, il peut aussi capter peut-être techniquement ce qui a amélioré. Complètement. Et je te rejoins complètement sur le vie ma vie, parce que c'est un truc que moi, j'ai vécu aussi de l'intérieur du temps où j'étais dans un grand cabinet ou des missions en tant que data scientist où tu dois, dans un temps assez court, livrer et démontrer avec l'accuracy que c'est bien, etc. Et en fait, je me rappelle, c'était un projet d'efficacité opérationnelle. Donc, pareil, la mesure, c'était le gain de temps. Donc, on a des experts métiers qui font un traitement en X temps et nous, on doit le ramener à quelque chose qui est inférieur avec un facteur à l'époque qui était assez important, on avait divisé par 3 ou 4. Nice. Et en fait, je me rappelle que tel que ça nous avait été présenté, je me rappelle c'était des tâches assez qui demandent pour des analyses crédits, donc qui demandent quand même beaucoup d'expertise. Et en fait, quand je les voyais travailler, il y avait énormément de shortcuts qu'ils prenaient, du type je prends le montant de l'année dernière et je le cherche dans le nouveau document et je prends la nouvelle année, etc. Et des choses qui peuvent être après des shortcuts que tu peux intégrer aussi dans tes systèmes pour te dire comment lui, il aurait fait. Et en fait, c'est des choses que tu peux voir qu'en t'asseyant à côté de la personne parce que la personne ne va pas nécessairement te dire. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne chose, c'était entre guillemets là, un shortcut un peu bizarre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir comment 2-3 personnes font la même chose parce qu'on se rend compte déjà que peut-être 2 personnes ne seraient pas arrivées au même résultat. Carrément. Elles ne passent pas par le même chemin pour y aller aussi. Ouais. Et en fait, en tant que data scientist aussi, je trouve que c'est hyper riche parce que ça donne des idées à la fois pour valider le système et aussi pour trouver et craquer la solution. Ouais. Et il n'y a pas que l'output de dire il faut qu'on ait ça en moins de temps, c'est aussi comment on y arrive, où on peut capter beaucoup de signal, je trouve, en étant auprès des métiers. Carrément. Super, il y a un sujet qui est hyper important pour toi qu'on va aborder, c'est la place des femmes dans la tech, la data, l'IT en général. Est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, comment ça se passe d'être minoritaire en tant que femme dans cet écosystème et comment toi aussi tu as un peu défoncé les portes pour y arriver et qu'est-ce que toi tu conseillerais aujourd'hui à des femmes qui peut-être aimeraient se lancer dans la data, l'IA? Ok, il y a plusieurs questions du coup. Ouais. J'ai de la chance de travailler dans une entreprise où il y a énormément de femmes dans les rôles de lead, ce qui est hyper inspirant et motivant. Tu vois, de me dire qu'il n'y a pas de plafond de verre et que je peux évoluer. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, surtout dans les entreprises tech. J'ai de la chance aussi d'avoir des managers qui ont été extraordinaires
parce qu'ils m'ont aidé à assumer ma légitimité. Tu vois, j'ai pas toujours été hyper confiante. Je me sentais pas à ma place quand tu es la seule fille entourée d'hommes voilà, dans ce milieu. Mais donc, en fait, s'entourer des bonnes personnes, hyper important. Ouais. De bien choisir l'environnement de travail. Mais moi, je trouve que c'est hyper important qu'il y ait plus de femmes dans la tech. Parce que aujourd'hui, la tech, le numérique, c'est ce qui façonne le monde finalement. Et du coup, travailler dans la tech, c'est avoir une place directe à la table où se décide l'innovation, donc l'avenir. Et en fait, si les femmes sont pas présentes dans la tech, ça veut dire que en fait, on crée un monde par des hommes. Pour des hommes, et on n'a pas notre voix, tu vois. C'est pour ça que j'encourage vraiment à ce que les femmes n'aient pas peur de venir dans la tech. Franchement, il n'y a rien de sorcier. Faut oser. C'est ce que tu me disais en off, c'est que c'est pas si compliqué que ça en réalité. C'est pas si compliqué que ça. Faut se lancer, ouais. Faut se lancer, carrément. Il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus et je suis très, très heureuse de voir ça. Complètement. Et en fait, c'est aussi un truc, je pense, qui est frustrant. C'est un témoignage un peu personnel, mais quelqu'un comme moi, chef d'entreprise, etc., moi, j'aimerais beaucoup recruter plus de femmes. Et en fait, j'invite toutes les femmes à vraiment pas hésiter. Je me rappelle d'échanges même sur LinkedIn, etc., où ça, je l'ai jamais d'hommes, mais de femmes qui me disaient que moi, je coche que 2 cases sur les... Alors que en fait, elles étaient aussi légitimes que plein de candidats qui avaient candidaté. Et il y avait même un biais un peu de sélection par le fait de ne pas oser candidater. Et je trouve que c'est hyper dommage, effectivement, parce que ce premier filtre, ce premier acte d'essayer, ça, c'est un choix individuel qui... Et je trouve ça à la fois hyper difficile et en même temps, comment nous, on peut aider. Dans le message, tu as parlé effectivement de donner un cadre rassurant, bienveillant, de donner des trajectoires, etc. Quel conseil tu pourrais donner à des managers hommes pour en fait identifier leur potentiel femmes dans leurs équipes ou le recrutement ou qu'est-ce que toi tu aurais comme conseil pour les hommes aussi là-dedans? Je pense que si aujourd'hui c'est aussi difficile de recruter peut-être des femmes dans la tech ou femmes en général, c'est qu'il y a peut-être un problème dans la façon de recruter, tu vois. Les critères d'évaluation, il est peut-être générique, mais encore une fois, si c'était fait pour les hommes, tu vois, peut-être que c'est pas les bons critères. Ouais, c'est encore un biais dans même notre façon de recruter. Donc il y a peut-être ça déjà. Ouais, c'est juste. J'imagine. Et après, c'est vrai, moi je te rejoins. Je pense que la société a fait que nous, les femmes, on se dit si on coche pas toutes les cases, on va pas postuler. Ouais. Tu vois, alors que moi j'ai plein d'amis, de collègues qui vont postuler à des postes qui voilà, et ils osent. Ouais. Et moi, je pense personnellement, c'est parce que j'ai osé. Tu vois, même si je me suis dit, ok, je casse pas toutes les coches, j'y vais quand même. Et on sait comment ça se passe. Les annonces, on cherche toujours le mouton à 5 pattes qui existe nulle part. Donc, c'est ça. Donc, il faut oser. Super. Il faut se mettre à la place d'un homme. Petite question pour toi, Alia. Est-ce qu'il y a des habitudes, des bonnes pratiques que toi, tu mets en place dans le cadre de ton taf, un peu au quotidien, et qui te rendent plus efficace, que tu voudrais partager à l'audience? Alors moi, j'ai pour habitude de mettre déjà les daily le matin. Comme ça, je me dis, c'est un truc fait. Et je me bloque des créneaux de focus où je peux être vraiment opérationnelle. Ouais. Parce que sinon, les réunions vont bouffer toutes mes journées, quoi. C'est assez important, ouais, parce que ça va vite, en fait. Ça va vite. T'as les réunions avec les métiers, les réunions avec l'IT, avec les data scientists, les urgences, tout ça. Et donc, si je me cale pas du temps pour ce que j'ai à faire, moi, tu te fais bouffer.
Et le pire, c'est ça, c'est le context switch. C'est-à-dire, je commence une tâche et en fait, là, je dois rentrer en meeting dans 5 minutes, j'avance un peu, mais en fait, j'ai pas eu le temps d'avancer parce que j'ai pas eu le temps de me plonger dedans, etc. Ok. Ouais. Surtout quand tu gères plusieurs projets. Ouais. Tu vois, c'est le switch. Ouais, t'as encore une autre Switch niveau est- de complexité. Ouais. Ouais. Un très bon conseil. Est-ce que tu as un livre, un film, une série que tu as regardé ou consommé ces derniers mois que tu voudrais partager? Yes, un livre que je trouve hyper important à lire, qui s'appelle Invisible Woman par Caroline Pérez. Mhm. Et en fait, c'est plein d'exemples qui exposent le manque systématique de données sur les femmes. Ouais. Et du coup, qui aboutit à un monde qui est créé par défaut pour les hommes. Hmm. Et ce livre-là, il est très facile à lire, vraiment eye-opening. Et c'est pas que pour les femmes. Enfin, je veux dire, Ouais, pour bien moi, sûr. c'est C'est un problème de tout le monde, De tout le monde. la place des femmes. Et c'est des choses, c'est des exemples hyper concrets, et auxquels on n'aurait jamais pensé, quoi. Ok. Voilà. T'as bien teasé le truc. T'as un petit exemple ou pas à nous donner? Un exemple, c'est la taille des smartphones Ouais. Apple, où finalement, ils se sont calés sur la taille des mains des hommes, et que nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à tenir un iPhone sur nos mains, tu vois. Et pour taper, ils ont dû faire ce widget pour le mettre sur le clavier sur le côté. Ouais. Alors qu'avant, c'était un peu plus petit. Moi, je me rappelle, il y a eu un Ouais. changement, je sais plus à quelle version, mais où moi, je me rappelle que ça m'a... Même moi, je me disais, mais attends, ça Oui, commence à même vous, être, à un moment donné, ça mais- commence à être balèze, là. Carrément. Ouais. Ok, bah, merci pour tout, Alia. C'était passionnant. Merci. Merci pour ton temps et à très vite. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'AI Impact. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles, commenter et à partager autour de vous. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou nous retrouver sur le site quickscale.ai. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode d'AI Impact. D'ici là, restez curieux, restez lucides et surtout, mettez l'IA au service de vos projets.